Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des carnets de projet. Alors, je me présente, Charlène Pallard, je travaille dans l'équipe de la professionnalisation au sein de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Donc, un nouveau numéro des carnets de projet aujourd'hui. Vous connaissez le concept des carnets de projet. Ce sont des webinaires qui visent à mettre en lumière les actions déployées en Nouvelle-Aquitaine qui promeuvent de nouvelles méthodes pour amener en formation ou vers l'emploi des publics qui, pour des raisons diverses, vont peu spontanément vers les dispositifs traditionnels d'accompagnement et de formation. Alors, vous savez un petit peu comment se déroulent généralement les carnets de projet. Je reçois plusieurs porteurs de projets pendant 1 heure de webinaire et nous engageons une discussion autour d'une thématique qui constitue une fenêtre d'entrée sur leur dispositif. Donc l'objectif est simple, c'est de vous permettre de découvrir ces dispositifs, les méthodologies d'intervention qui sont employées, les apports de ces projets au système de formation d'accompagnement. Donc volontairement, c'est un format que l'on veut tourner autour des pratiques. Donc on va être vraiment sur le comment faire pour qu'à minima vous puissiez ressortir avec des connaissances sur ces dispositifs et avec du coup une vue sur un panel élargi en fait de pratiques autour d'un sujet. Et peut-être que en sortant de ce webinaire, vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'appropriation de ces nouvelles pratiques en prenant contact avec nos intervenants ou en vous formant aussi. Et c'est pour ça qu'à Cap Métiers, on porte effectivement un programme de professionnalisation avec beaucoup d'actions de formation qui sont centrées autour des innovations dans les pratiques d'accompagnement et de formation. Et donc, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez vous former par le biais de ce programme. Le webinaire sera enregistré, la vidéo accessible en replay sur la chaîne YouTube Cap Métiers et puis sur la communauté La Place Nouvelle-Aquitaine, où vous allez retrouver tous ces acteurs de la remobilisation engagés auprès des publics les plus éloignés voilà, sur cette plateforme. Donc les 2 premiers carnets de projet qu'on va porter en 2024, donc celui d'aujourd'hui et celui du 19 mars, sont consacrés aux projets soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds régional pour l'innovation dans la formation. Donc nous allons valoriser des projets qui tentent de rendre la formation plus souple et plus accessible aux publics qui ont des besoins d'apprentissage spécifiques. Le carnet d'aujourd'hui sera consacré à la réalité virtuelle en formation. Donc on ne va pas s'intéresser à l'outil en tant que tel, mais à son usage. Donc comment cette technologie est-elle exploitée pour déjouer les contraintes liées au lieu de la formation ? Et donc, nous allons porter aujourd'hui notre attention sur 2 dispositifs. L'un porté par l'APES 24, qui vise à former des publics incarcérés au métier de mécanicien automobile. Dans ce contexte, du coup, la réalité virtuelle permet aux stagiaires de s'exercer aux gestes techniques professionnels sans avoir à sortir du centre de détention. L'autre projet, donc All Logistique 4.0, c'est un dispositif pédagogique qui vise à former au métier de la logistique. C'est un projet qui est porté par l'AFTRAL. Et la réalité virtuelle est ici utilisée pour faire travailler ensemble des stagiaires sur des activités complémentaires, mais qui ne peuvent pas être réalisées simultanément sur un plateau technique en raison des restrictions de sécurité. Vous avez, vous, participants, la possibilité d'interagir sur le chat, de poser vos questions pendant cette heure de webinaire et on y répondra au fil de la discussion. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Hu de l'AFTRAL et Aurore de Bordeaux de l'APES 24, qui sont nos invités aujourd'hui. Et avec elles, nous allons tenter de comprendre comment l'AFTRAL et l'APES 24 s'y sont pris pour créer des parcours intégrant la réalité virtuelle. Nous allons essayer de se représenter ce que ça donne, aussi un cours en réalité virtuelle, et ce que ça change dans les pratiques
de formation. Alors, pour commencer, peut-être que Stéphanie, Aurore, vous allez pouvoir vous présenter et puis aussi nous faire un petit résumé assez succinct de vos projets respectifs. Stéphanie ? Bonjour à tous, donc Stéphanie Hu, je suis à l'Aftral depuis maintenant 3 ans et d'abord sur un périmètre Nouvelle-Aquitaine et maintenant national. Et l'équipe Appel à Projet accompagne Aftral au niveau des territoires sur leurs dispositifs d'innovation et comment on peut apporter de la valeur ajoutée dans nos centres Aftral. Dans le cadre du Fonds régional d'innovation, on a travaillé sur la partie vraiment logistique. Aftral est assez familier avec les technologies immersives de par toutes les contraintes qui sont liées au métier du transport et de la logistique. Et donc, l'idée, c'était vraiment de trouver un moyen de construire des parcours hybrides de formation pour des métiers prioritaires que sont les préparateurs de commandes, les caristes d'entrepôt ou les agents magasiniers. Donc, l'idée, c'est de vraiment toujours chercher le côté expérientiel de la réalité virtuelle, de répondre à des objectifs d'apprentissage qui sont liés à des référentiels de certification. Et puis, de développer l'innovation qu'on est allé chercher pour ce projet, c'était vraiment de développer de la coactivité à l'intérieur de l'outil immersif. Voilà, donc c'est ce que je pourrais vous présenter un peu plus en détail. Merci. Aurore, je vous laisse la parole. Donc bonjour, Aurore de Bordeaux. Moi, je suis la directrice de l'association APES 24. On est un petit organisme situé en Dordogne. Avec notre particularité, c'est de travailler à l'intérieur des milieux pénitentiaires, que ce soit les centres de détention ou les maisons d'arrêt. Et à ce titre, l'environnement contraint, on connaît. Les contraintes générales, on connaît, puisqu'il y a certes des contraintes en termes d'espace, mais en termes d'entrée de matériel, en termes de restriction d'outillage. Donc, l'outillage bureautique et numérique, c'est vraiment quelque chose qui est proscrit au sein de l'administration pénitentiaire. Donc, nous, on a voulu développer le projet de monter un type professionnel de mécanicien automobile entièrement en réalité virtuelle, puisque nous n'avons on n'a pas de plateau technique. Nous avons simplement une salle de cours à l'intérieur du centre de détention de Mozac, en Dordogne, où on a testé donc notre projet l'année dernière. Voilà. Merci. Alors, du coup, on va s'arrêter un petit peu sur... on parle de réalité virtuelle aujourd'hui, réalité virtuelle en formation, d'innovation. Alors, déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi est-ce innovant, puisque si on regarde un peu en arrière, les premières expérimentations de formation immersive utilisant la réalité virtuelle, elles datent d'il y a longtemps, hein, il y a une vingtaine d'années d'ailleurs. Donc, comment vous caractériseriez l'innovation aujourd'hui? Est-ce que c'est l'outil ou est-ce que c'est l'usage justement que vous faites de cette technologie? Aurore? Alors, nous, ça va être à 2 niveaux. La manière dont on s'en sert, puisqu'on fait introduire un outil numérique au sein de la détention. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordinateur en détention, ça ne rentre pas. Donc, on est vraiment sur l'idée de confronter les publics détenus à une technologie que pour certains, ils n'ont pas vue depuis, on va dire, 10 ou 15 ans. Donc, on est quand même sur des gros fossés. Le numérique, en 10 ou 15 ans, il y a eu énormément d'évolution. Donc là, on parle de faire rentrer cette technologie, d'avoir eu l'accord de l'administration pénitentiaire pour la faire rentrer déjà. Mais la connexion Internet, par contre, ça, c'est quelque chose qui reste proscrit. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, on parle de casque en réalité virtuelle, donc on parle de connexion Internet. Et nous, notre projet, il a résidé dans sa conception au fait de n'avoir aucune connexion Internet. Donc, on a bien un ordinateur qui a été vidé de tout ce qu'on peut imaginer qui se connecte à Internet, le Bluetooth, les connectiques, les modems, tout ça, ça a été enlevé des ordinateurs. Et on est connecté via ce casque VR qu'on peut connaître dans le droit commun. C'est ni plus ni moins qu'un casque tout à fait classique, mais celui-ci, il est relié par fil à l'ordinateur puisque les connexions Bluetooth n'existent pas. Et tout ça, on a dû, nous, y travailler pour que ce soit adapté et adaptable pour qu'on ait l'autorisation de rentrer dans le domaine pénitentiaire. Après, faire une formation via cet outil, dans le milieu qu'est l'administration pénitentiaire, c'est ça aussi l'innovation en tant que telle, puisque les publics, ce que je disais, ce sont des peines
relativement longues, 10-15 ans, pour lesquelles l'accès au numérique, c'est vraiment un enjeu et un challenge. Stéphanie, si vous voulez poursuivre. Alors de notre côté, c'est vrai que ça a été une des premières questions quand on a monté le projet, hein, où est-ce qu'on allait aller chercher l'innovation, parce qu'aujourd'hui on est très coutumier donc de la digitalisation de nos modules pédagogiques, c'est vraiment mais cibler le secteur de la logistique aujourd'hui, c'est un peu de la même manière hein, que pour APF, c'est des difficultés d'accès à des équipements réels. On a des surfaces, on a des plateaux techniques qui sont entre 300 et 500 mètres carrés en moyenne. Une halle logistique aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 90 000 mètres carrés. Ce sont des environnements extrêmement grands. Et puis, il y a de nombreux risques aussi liés à la circulation à l'intérieur de ces environnements, liés à la manipulation de produits qui peuvent être aussi parfois alors des produits agroalimentaires, mais on va également avoir des produits dangereux. Donc, il y a toute cette partie sécurité. Et puis, on a besoin de s'adapter, d'être flexible un petit peu au niveau de la formation. Donc, cet outil va nous permettre de reproduire cet environnement professionnel important. Et puis, deuxième axe donc d'innovation, c'est qu'on est allé chercher la coactivité, puisqu'aujourd'hui, sur nos plateaux techniques, on ne peut pas mélanger des agents magasiniers, des préparateurs de commandes, des caristes, pour des raisons de sécurité et des raisons de pédagogie. Un centre astral, on a également des véhicules qui circulent. Donc, il y a toute une gestion du risque au quotidien à traiter. Donc, ce travail en immersif et également d'avoir la coactivité pour que les personnes qui vont l'utiliser se rendent compte de ce qui se passe en réel, à la fois en termes de taille, en termes de flux et de gestion d'un entrepôt. C'était important pour nous de déployer cet outil de façon immersive. J'ajouterai également qu'on est sur un outil qui est utilisé exclusivement en présentiel. On n'est pas sur de la formation à distance. On est vraiment sur un outil qui vient en complément de nos outils pédagogiques quotidiens. Et donc, pour marquer un petit peu le contexte initial dans lequel s'est installé hein, ce projet, alors on a entendu que Stéphanie, vous disiez que ça répondait à un besoin effectivement de mise en coactivité effectivement des stagiaires. Pouvez-vous nous exprimer un petit peu quels ont été les constats de départ qui vous ont amené à progresser, en tout cas à vous dire que la réalité virtuelle pouvait être une solution? Voilà, quels étaient les besoins initiaux que vous avez remarqué, constaté, oui. C'est vraiment, dans un premier temps, la gestion de l'espace, la gestion des flux, la gestion des déplacements dans un environnement très contraint. Si vous avez l'occasion même de regarder dans vos supermarchés simplement comment on se déplace, comment les préparateurs de commandes doivent être attentifs à leur environnement, à la spatialisation également, à la sécurité. Ce sont tous ces éléments-là qui ont vraiment déclenché chez les équipes pédagogiques cette volonté en tout cas de déployer ce sujet. On a vraiment des axes de travail sur la sécurité et les déplacements et la spatialisation qui ont été particulièrement développés dans l'applicatif. Stéphanie, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail des parcours et puis déjà peut-être nous balayer les grandes étapes du projet par lesquelles vous êtes passé pour arriver ensuite à un outil finalisé, à des parcours finalisés que vous pouviez utiliser auprès des stagiaires. Donc, ce sont les équipes d'ingénierie pédagogique qui se sont penchées sur les 3 titres professionnels concernés, donc le cariste d'entrepôt, l'agent magasinier, le préparateur de commandes. L'idée, c'était vraiment de transposer les référentiels de certification et d'identifier les compétences vraiment transversales aux trois titres et sur lesquels on pouvait ensuite traduire ces compétences en projet immersif. Donc, il y a eu toute une première étape de cadrage qui a duré plusieurs mois quand même pour bien travailler l'identification des modules qui ont fait l'objet après du calibrage pédagogique attendu, parce qu'on est encore une fois sur un outil qui vient
se plugger à ce qui existe, et donc ça ne vient pas remplacer, c'est vraiment en plus pour ancrer les apprentissages. Il y a une période aussi d'adaptation, à la fois les supports que nous, on avait déjà pédagogiques, donc les scénarios, revoir comment les interpréter. Donc, toute cette phase de cadrage a duré quelques mois. Et puis ensuite, on est passé en phase de modélisation, donc trouver une entreprise partenaire pour aller modéliser en 3D un environnement avec tout le matériel qui allait avec, et puis ensuite commencer à travailler avec le prestataire de développement. Et donc là, après l'écriture des scénarios, c'est commencer à faire les tests, le déploiement. Donc ça a pris de nombreux mois, et on a pris du retard, notamment sur la partie bogage. Je crois qu'on en reparle après, mais débogage, parce que c'est vrai que y a plein d'aspects de circulation, de gestion de flux dans un entrepôt qui ont amené beaucoup de réalisations techniques en fait à l'intérieur de l'environnement virtuel. Voilà, donc il y avait tout ce travail-là qui a été travaillé. Et puis aujourd'hui, on va rentrer dans la phase plus de communication et de diffusion, avec voilà, on a expérimenté. Et on va avoir quelque chose de très important aussi dans la démarche, mais vraiment que je souligne, c'est toute la partie d'accompagnement des équipes pédagogiques à l'appropriation de cet outil, et donc des ateliers avec un partenaire qui s'appelle EvolJob et David Roblin pour vraiment accompagner la partie pédagogique et l'appropriation de l'outil. Donc ça, c'est quelque chose qui était très primordial. Donc voilà, on va dire en 4 étapes, le cadrage, la réalisation, pas proprement parler, qui a été très longue, et une partie plus sur l'accompagnement des formateurs et la communication pour terminer. Donc du coup, si je comprends bien, les formateurs et les équipes pédagogiques ont été intégrés au plus tôt, c'est-à-dire dès l'identification des compétences et la construction des scénarios pédagogiques. Est-ce qu'il y a eu des résistances, ou est-ce que du coup les choses ont été simples à amener auprès de ces équipes-là parce qu'il y avait une volonté peut-être de changement, parce qu'ils concevaient tout l'intérêt pédagogique que pouvait avoir en fait l'outil? Comment ça s'est fait? Alors, comme je vous disais, on est quand même assez familier avec ces outils. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que l'outil, proprement parlé, technique, est beaucoup plus avancé, technologie plus avancée, des casques sans fil. Alors, pour le coup, nous, on est Internet et réseau sans... voilà, donc c'est assez intéressant aussi de pouvoir travailler comme ça avec les formateurs, et donc l'appropriation de l'outil est beaucoup plus facile. Donc, une fois que le frein à l'appropriation de l'outil a été, je dirais, très vite gommé, on a des équipes qui se sont vraiment tout de suite reconnues dans l'outil, qui ont tout de suite reconnu leurs environnements professionnels, et qui ont trouvé ça simple d'application avec leurs apprenants. Donc, c'est vrai que pour les formateurs, on voit bien qu'il y a un vrai changement aussi pour l'appropriation de ces outils. Le fait d'avoir été accompagné, d'avoir eu ces quelques jours de formation aussi, pour eux, ça a démystifié le sujet. Et bien sûr, ces journées de formation étaient liées pas uniquement à l'outil, mais à la pédagogie immersive dans son ensemble. Alors, on a quelques questions, Stéphanie. Alors, on reviendra sur la première qui a été posée tout à l'heure. J'en vois une qui est: est-ce que la partie ingénierie et test a été prise en charge dans le cadre du fonds régional d'innovation pour l'innovation à la formation? Oui, alors elle a été prise en charge, mais très sincèrement, c'est quelque chose que nous avions sous-évalué dans notre projet. Donc oui, c'était pris en charge, mais pas forcément. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour les équipes. Il y a beaucoup de choses à évaluer au fur et à mesure. L'environnement est pas toujours stable, donc voilà, toute cette partie-là qu'on ne voit pas quand on est au démarrage du projet, et donc forcément, oui, des décalages, mais heureusement que le COUSA régional justement
nous accompagne sur ce type de projet pour que l'on puisse faire ces essais-erreurs. Réajustement, voilà, c'est une équipe d'ingénierie pédagogique assez importante. Après, au-delà des formateurs, voilà, on a toute la partie, toute notre équipe d'ingénierie nationale aussi. Alors, vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, mais du coup, on avait une question par rapport au référentiel pédagogique. Est-ce que l'analyse des référentiels pédagogiques a été réalisée par les formateurs de l'Aftral, futurs utilisateurs de l'outil? Vous disiez que oui, du coup. Tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'ailleurs quelques exemples de scénarios pédagogiques immersifs que vous avez pu développer? Alors, excusez-moi parce que j'ai lu en même temps une question, donc pardon, pouvez-vous me... Non, c'était sur les scénarios pédagogiques, justement, pour qu'on puisse avoir un petit peu un aperçu de ce qui a pu être joué en situation immersive. Sur quelles compétences est-ce que vous êtes parti également? Alors, on est parti vraiment sur les référentiels, donc qui ont bien été analysés par les formateurs de l'équipe, et qui ensuite ont déployé, qui ont à peu près identifié une dizaine de scénarios. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais ça va de la découverte de l'entrepôt, voilà, mais à la prise de poste de conduite d'un chariot, à la réception, la mise en stock, de la préparation de commandes, de l'emballage, des choses comme ça. Par exemple, si je prends l'exemple d'un cariste d'entrepôt, il va d'abord choisir ses EPI avant d'intégrer. Il ne pourra pas rentrer dans l'entrepôt, par exemple, s'il n'a pas choisi ses EPI correctement, donc ses équipements professionnels et de sécurité. Il va vérifier l'état de son chariot ou de son engin. Voilà, donc ça, c'est toujours contrôle sécurité. Il va pouvoir effectuer des missions de réception et d'expédition de colis, par exemple. Voilà, il va réaliser plusieurs actions de stockage et de gestion de gestion de flux. Et puis, vous avez le formateur qui va venir rajouter des aléas au fur et à mesure de son activité. Oui, c'était ma question parce que je me dis qu'il y a ce qui existe et ce que l'on prévoit, sur des simulations avec la réalité virtuelle, donc ce que l'on imagine en fait d'une activité, et il y a aussi la réalité avec du coup une réalité parfois plus complexe que celle qui peut-être a été imaginée et transposée en fait sur l'outil. Comment on fait pour que les simulations en réalité virtuelle puissent intégrer toute la complexité des situations que les stagiaires vont peut-être avoir à vivre en contexte professionnel? Vous parliez d'aléas. On peut intégrer des aléas Oui. Vous allez pouvoir intégrer au fur et à mesure une commande oubliée, une palette du matériel cassé, des produits qui vont rendre l'allée glissante, par exemple, dans l'entrepôt. Donc tous ces aléas vont être ajoutés par les formateurs, et les ingénieurs pédagogiques et les formateurs qui ont participé connaissent très bien les aléas parce que, tout comme beaucoup d'organismes de formation, nos formateurs sont des personnes qui viennent du terrain, donc ils connaissent très bien les aléas du quotidien. Et dans un entrepôt, donc c'est vrai que tout ça, ils ont pu le mettre au fur et à mesure en place, au fur et à mesure de la création des scénarios, et les scénarios sont toujours, voilà, il y en a, la plupart sont aboutis, mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà, c'est un outil qui est évolutif, On n'est pas sur quelque chose qui est livré à un instant, et voilà, oui. Ensuite on peut y travailler. Et les apprenants aiment aussi ce côté. Ça amène un peu c'est ludique aussi, donc d'avoir ces aléas qui arrivent à comment je vais gérer mon temps, comment je vais gérer mes commandes, parce que voilà, j'ai telle palette qui a été déplacée, ou j'ai tel produit qui n'a pas été rangé à la bonne référence, comment je gère. Donc Aurore nous rejoint, on vous avait perdu, et donc très bien, on vous a retrouvé. Veuillez m'excuser. C'est parfait, il n'y a pas de souci. On était en train de parler du cycle de vie un petit peu du projet à l'Aftral. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire un petit peu quelles ont été les étapes sur ce projet-là, le projet qui a été le vôtre. Alors nous, on a démarré vraiment l'ingénierie de projet en juillet 2021.
on s'est donné à peu près 1 an pour mettre en place le projet. L'ingénierie de projet, ça veut dire quoi pour être concret sur notre projet? On a loué un garage automobile, on a mis une voiture dessus et on a désossé entièrement la voiture sur le moindre petit écrou que vous pouvez imaginer qu'une voiture peut posséder. Toutes ces pièces, on les a scannées, on les a modélisées dans tous les sens. Ce qu'il faut voir, c'est que tout pendait au plafond, toutes les pièces d'une voiture, pour que le scan puisse faire vraiment le tour à 360 degrés de cette pièce, de cette toute petite pièce, qui deviendrait après un élément de notre module pédagogique. Et après, on a réassemblé, je dirais, toutes ces pièces autour d'une voiture sur l'ordinateur pour avoir une voiture entièrement reconstituée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être sous la voiture et vous voyez chaque écrou, chaque vis papillon, chaque morceau de votre voiture et vous pouvez interagir sur tout. Donc, tout dévisser, tout reboucher, vous tromper, enfin voilà. Vraiment, vous pouvez vraiment interagir sur l'ensemble du véhicule et de ses différentes composantes. Donc nous, en juillet 2022, on avait la livraison environ d'une dizaine de modules. C'est ce qu'on a dans notre outil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un module sur le titre professionnel de mécanicien? On s'est vraiment calé sur le référentiel pédagogique. On n'a rien inventé. Donc, on a vraiment été chercher des modules tels que la vidange, ça va parler à tout le monde, le changement de pneumatique, le changement du système de freinage. Mais on va sur la complexité jusqu'au système d'une courroie de distribution, avec tout ce que ça doit comporter en termes d'étapes et en termes de mise en œuvre. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir sur ce logiciel, quelque part, qu'on a créé, c'est qu'on s'en sert effectivement pour des publics dans un espace contraint. On s'en sert sur des modules, on va dire, de 30 minutes environ, avec lesquels on fait vraiment de l'alternance sur de la théorie. Donc vraiment, on reprend le papier-crayon, puisque chez nous, on n'a pas autre chose, donc vraiment papier-crayon et les livres, pour vraiment faire cet apport théorique. Et une fois que l'apport théorique est fait, on repart vraiment sur les lunettes et sur l'outil pour pouvoir se mettre en pratique et recommencer autant de fois que l'on souhaite, puisque c'est l'avantage. Il n'y a pas de gaspillage de fluide ou on casse quelque chose ou quoi que ce soit. Donc là, on recommence vraiment totalement. L'outil a ses forces et ses faiblesses. Comme tout mécanicien vous le dira, la faiblesse, c'est que oui, mais on ne peut pas être mécanicien tant qu'on n'a pas touché le cambouis, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Donc c'est une réalité. Hein. En réalité virtuelle, effectivement, il n'y a jamais un écrou qui se dévisse pas. Il y a jamais, on n'a jamais froid au point que le métal nous colle les doigts sur le moteur. On n'a jamais tout ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une autre réalité. Par contre, le logiciel et les modules vous apprennent à faire les gestes, comme on dit, dans les règles de l'art. Dans la vraie vie, vous allez démonter un pneu, les mécanos vous diront, oui, c'est bon, on démonte les 4 écrous, on les pose, et puis voilà. Non, ce que nous, on va vraiment vous apprendre, c'est à démonter la roue, mais un écrou l'un après l'autre et le ranger à un endroit bien spécifique dans l'organisation de votre travail, pour vous donner vraiment un exemple très pratico-pratique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est déployé sur le territoire. Donc, 12 mois, on va dire, de création vraiment du logiciel en tant que tel, de l'outil, si vous voulez. Et après, nous, dès juillet 2022, on a eu l'opportunité de le tester, donc avec un groupe de 7 stagiaires au sein d'un centre de détention, donc jusque février 2023 à peu près, ce qui représentait environ 800 heures de formation. Donc, nous, aujourd'hui, l'outil a été créé, l'outil a été testé sur le territoire, et voilà ce qui me permet aujourd'hui de vous donner les forces et les faiblesses de celui-ci. Alors justement, ce qui rejoint une question qui a été posée, Stéphanie, vous allez pouvoir réagir aussi. On a une question une participant qui se demande si les apprenants ont été intégrés dans la conception de cet outil. Donc Aurore, vous dites qu'il a été testé et donc quelque part effectivement par les retours finalement des stagiaires, il y a eu peut-être des ajustements qui ont été faits, donc quelque part une prise en compte effectivement des retours des utilisateurs, des bénéficiaires. Est-ce que Stéphanie, ça a été la même chose? À quel moment les bénéficiaires ont été intégrés? Et est-ce qu'ils ont été intégrés à la conception effectivement de l'outil? Puis Orange, je vous laisserai réagir ensuite. Je ne suis je suis pas dans un ingénieur pédagogique, mais de fait, les apprenants n'ont pas été intégrés à la conception. Ils sont nécessairement intégrés dans le cadre de l'expérimentation pour ensuite faire évoluer l'outil, faire changer les scénarios, faire évoluer les contenus. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu un groupe, ça pourrait être intéressant en tout cas de le réfléchir en disant, voilà, un groupe test d'apprenants qui va
eux aussi être dans la conception. Mais c'est vrai que là, on est sur du geste professionnel, sur des personnes qui parfois découvrent le secteur, donc plus compliqué de les intégrer à la conception, mais dans tous les cas, on teste avec eux et on ajuste ensuite. Ça, c'est une évidence. Toute la partie d'expérimentation et nous permet d'ajuster après le contenu de l'applicatif. Mmh. Aurore, à ce sujet-là? Alors, nous, ils sont intervenus quand les modules ont été testés je dirais, en grandeur nature. Tout au long, effectivement, il y avait peut-être des problèmes de manipulation, d'étapes, que l'on avait été trop rapide dans le module d'apprentissage, qu'on a pu rajouter par la suite. Donc, on a fait évoluer les modules et on a pu aussi, les premiers ont essuyé aussi un certain nombre de bugs, puisqu'on a eu des réalités, des choses qui fonctionnaient pas bien, ou voilà. Donc, au fur et à mesure, c'est des choses qu'on a corrigées et c'est bien eux qui en ont été les acteurs, puisque c'est eux qui avaient la formation dans leurs mains toute la journée. Donc, c'est eux qui ont permis à ce qu'on puisse faire les modifications nécessaires, oui. Mmh. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu sur du concret et la façon dont qu'on permet de visualiser un petit peu à quoi ressemble un cours qui intègre de la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de la structure d'un cours type, par exemple, et de l'articulation entre les temps d'apport peut-être théorique, de conceptualisation peut-être posée par le formateur, et comment le formateur fait usage en fait de cette technologie, à quel moment du cours. Vous disiez tout à l'heure, Stéphanie, que c'était réellement en appui à un étayage pédagogique qui se fait par ailleurs et qui est tenu par le formateur. Comment ça se passe concrètement dans la pratique? Alors aujourd'hui, on est encore sur les phases d'expérimentation et d'appropriation. L'idée, c'est d'avoir des ateliers, à la fois des ateliers sur les plateaux techniques, et plutôt que d'avoir des apprenants qui sont en attente, on va pouvoir les mettre en atelier technique en parallèle. C'est ce qu'on fait déjà dans nos formations conduites, où aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui sont plusieurs dans un véhicule, et derrière, vous avez des jeunes ou des apprentis qui vont être dans les véhicules, travailler avec les simulateurs de conduite poids lourd. Donc là, l'idée est un peu similaire, c'est qu'on va venir ajuster en atelier, en présentiel, ces éléments, et puis on va utiliser aussi cet outil forcément sur l'individualisation des parcours, puisqu'on va pouvoir revoir certains aspects de la sécurité, de la spatialisation, de l'environnement professionnel pour les jeunes, pour les apprenants, en tout cas concernés par ce besoin de revenir sur une notion, parfois grâce à cet outil. Donc, j'ai pas les durées d'utilisation, mais on va dire que quand on a testé les outils, on est sur entre la prise en main qui va relativement vite, puisque c'est techniquement mieux fait que certains autres outils. On va dire qu'on est entre 20-30 minutes en petits groupes, et ça favorise beaucoup la communication, ça favorise beaucoup le lien social entre eux aussi, puisqu'ils vont s'entraider pendant cette période-là, ils vont se rajouter ou demander des aléas complémentaires, et puis on peut aussi diffuser sur écran ce qui est fait. Donc, ils peuvent ensuite échanger sur la pratique et travailler ensemble sur ce qui vient de se faire dans l'espace, dans l'environnement numérique. Donc, oui, donc c'est pas du tout une pratique très très autonome, très centrée. C'est-à-dire que du coup, derrière l'outil, on arrive quand même, on a cette image en fait de stagiaires qui pourraient avoir des lunettes comme ça, des casques de réalité virtuelle, et puis chacun est seul effectivement dans son apprentissage et dans l'appropriation. Et du coup, vous dites que non, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans quelque chose, dans un échange, dans un partage, dans un outil qui permet la coopération entre stagiaires. Tout à fait. Aurore, est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette utilisation-là de l'outil? Comment les formateurs l'utilisent?
Alors, on est vraiment sur cette mise en œuvre, sachant que nous, le passage par l'outil est obligatoire puisque c'est notre plateau technique. Donc, on est quand même sur quelque chose où on individualise, mais pour tout le monde, c'est un passage obligé. Nous, on a un module de prise en main de l'outil dès le démarrage de l'action, où vraiment tous les stagiaires passent par vraiment cet outil en gros de repérage et de savoir comment je m'oriente avec cet outil, parce que n'oublions pas que je suis sur un système filaire, donc je ne peux pas me déplacer dans l'espace comme on ferait avec un outil normal. Moi, il faut que j'apprenne à me déplacer. Donc on a vraiment un système ce premier module, c'est vraiment ça. Je me repère dans un garage avec une servante, une voiture sur un pont et comment j'interagis avec ces éléments. Après, on est vraiment sur de l'alternance et ça, c'est très important. Penser que quelqu'un peut être derrière des lunettes pendant 2 heures, c'est pas possible. C'est vraiment quelque chose où vous avez de l'alternance de la théorie. Donc vraiment, on répète et on donne un apprentissage quelque part très classique. Et après, on passe vraiment en mise en pratique grâce aux lunettes. Sachant que nous, pour les lunettes, ils sont toujours par 2. On a toujours un binôme d'apprenants. Un qui a les lunettes et un qui regarde en effet miroir, donc sur l'écran de l'ordinateur, ce que voit l'autre à travers ses lunettes. Donc, ce qui fait que malgré tout, il y a toujours un binôme qui se crée. Le formateur peut aussi être là pour voir ce qui se passe concrètement. Où est-ce qu'est l'apprenant? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il tourne en rond? Ou est-ce qu'il est bloqué sur quelque chose et qu'il ne comprend pas ce qu'il doit faire? Voilà, on est vraiment sur ça. Donc, effectivement, au sein du groupe, on est sur des groupes particuliers. Faut penser qu'on est en détention avec tout ce que ça peut avoir comme problématique au sein d'un même groupe. Donc, on est vraiment sur de l'ouverture à la nouveauté. On amène quand même quelque chose de nouveau. Donc, on a des stagiaires qui sont intéressés, qui ont envie d'apprendre. Donc, ça, c'était aussi une idée recherchée. Mais on est aussi sur l'idée qu'ils retrouvent une certaine autonomie. Parce que en détention, on n'a pas le droit de prendre un outil sans demander. On n'a pas le droit de faire quelque chose sans demander. Donc là, on leur dit, voilà, la caisse à outils, elle est partout sur votre écran. À vous d'aller les saisir. Et nous, on a vu qu'au démarrage, c'était pas si simple parce qu'ils n'allaient pas saisir les choses. Ils étaient, il faut que le formateur me dise. Mais non, voilà. Donc, on a été quand même sur plutôt ces surprises. On pensait pas que les apprenants allaient vraiment se représenter la réalité virtuelle comme quelque part la réalité. Toute simple. Et après, on a été vraiment au sein du groupe, ce qu'on peut imaginer très clivant. La réalité virtuelle, comme on disait, Stéphanie a pu vous répondre aussi à ce propos, de dire oui, les apprenants sont seuls derrière. On n'est pas du tout là-dessus puisqu'il y a le groupe est vraiment mixé en fonction ceux qui sont plus à l'aise et ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie elle-même. On a vraiment de l'aide et le fait qu'ils soient en binôme et en effet miroir, là c'est vraiment là que le groupe, pour moi, s'est resserré. On a eu un vrai groupe. Oui, parce qu'on a cette question aussi là dans le chat, à savoir est-ce qu'il y a eu des difficultés d'appropriation pour les apprenants, parce que vous le dites, Aurore, on est sur des publics qui parfois alors ont un attrait ou pas pour ce type de technologie, qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent peut-être pas, enfin des difficultés, des représentations, etc. Est-ce qu'il y a eu un temps, et Stéphanie pareil, est-ce que avant de commencer, il y a un temps de prise en main de l'outil, d'appropriation, on essaie de faire des petites séquences tests un petit peu sur l'outil, on voit comment les stagiaires s'en débrouillent. Comment vous amenez en fait cette familiarisation avec l'outil? Pour l'appropriation de notre côté, voilà, on a un outil qui n'est très connecté et sans fil, Aurore, donc forcément c'est différent. On constate surtout un engagement accru des apprentis. Des apprenants, pardon. Alors, je pense aux apprentis parce que ce sont souvent eux les premiers utilisateurs. Mais voilà, ils s'adaptent et puis surtout, ils peuvent expérimenter sans risque. Voilà, si ils rentrent dans un entrepôt et qu'ils ils génèrent un dégât. Voilà, il n'y a pas de caractère important comme dans une entreprise, donc ils peuvent vraiment expérimenter sans risque. Et puis on a pu voir au niveau des apprenants un vrai je sais qu'on va peut-être en parler, mais tout ce qui va concerner les soft skills, c'est dans leur quotidien, cet outil-là va leur permettre on parle beaucoup de la gestion du temps en logistique, donc ils vont pouvoir un peu se confronter à l'environnement et gérer leur temps de production aussi dans l'outil, être confrontés à différents problèmes, donc je vous disais, avec des aléas qui arrivent, ils doivent prendre des décisions relativement rapidement.
doivent gérer le stress aussi du compteur pour préparer une commande ou pour livrer. Voilà, je parle beaucoup de la spatialisation et de l'orientation parce que selon la taille de l'entrepôt dans lequel vous pouvez travailler, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Donc toute cette partie-là, c'est vrai on avait perçu surtout le geste professionnel à la conception, et aujourd'hui on travaille beaucoup aussi sur ces soft skills qui viennent s'ajouter c'est un vrai avantage en fait de cet outil-là. Vous parlez, comme ils sont en collectif, ils peuvent aussi s'entraider. Il y a toute cette partie qui a été, je dirais, des dommages collatéraux, mais plutôt positifs. Et ça, c'est des choses à l'entretien. Enfin, quand on a préparé un peu ce webinaire, vous disiez, Stéphanie, que c'est des choses que vous n'aviez pas spécialement mesurées effectivement avant de l'expérimenter. Voilà. On était vraiment dans le geste professionnel et les référentiels de certification. Donc toute cette partie, bien sûr, on sait très bien qu'il y a un engagement différent et des modalités d'apprentissage qui sont favorisées aussi, et d'ancrage des savoirs qui sont favorisés par ces outils. Mais on n'avait pas forcément perçu toutes les soft skills nécessaires au métier de la logistique. Voilà, gestion du temps, gestion de l'espace, mais il y a l'esprit d'équipe, être en capacité de faire attention aux détails de ce qui se passe dans son environnement. Quand on est en coactivité, de bien se rendre compte aussi de ce qui se passe aussi pour les autres corps de métier. Ils peuvent se projeter aussi dans un autre corps de métier. Ça leur donne des perspectives, ça leur ouvre aussi ça ouvre des perspectives métiers. Bien sûr, là, ils sont en formation préparateur de commandes, mais s'ils se rendent compte aussi de ce que c'est qu'un entrepôt et comment ça se gère, etc., ça va pouvoir leur permettre aussi de développer peut-être de futures compétences ou de se projeter dans un futur métier aussi sur les filières logistiques, puisque voilà, on peut aller jusqu'à un bac plus 5 aussi sur ces métiers-là. Donc, l'idée, c'est aussi cet outil peut leur ouvrir des perspectives. Donc là, on est sur les effets de cette modalité pédagogique sur les stagiaires. On avait une question aussi, mais qui est très spécifique à la coactivité, Stéphanie. On a une question sur quels sont les avantages et les inconvénients de la coactivité pour les stagiaires, mais aussi pour l'organisme de formation. Qu'est-ce que vous en diriez ? Alors sur les avantages, on est vraiment, c'est un peu, voilà, ce que je vous dis, c'est que ça les projette dans l'environnement professionnel, pas seulement sur leur poste, ils peuvent aussi percevoir les postes d'autres. C'est un outil qui est aujourd'hui pas forcément utilisé sur les bacs plus, mais qui pourra aussi permettre à des bacs plus de venir se confronter à de la réalité de l'entrepôt aussi sur de l'immersif. Par contre, je vois pas trop d'inconvénients. Sur les avantages, voilà, on va avoir tout ce côté de démonstration d'environnement, d'ancrage des savoirs. Sur les inconvénients, aujourd'hui, ça serait plutôt si on a une réticence au niveau des équipes pédagogiques, mais en tout cas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, sur l'accompagnement que l'on a pu faire de nos formateurs. Aujourd'hui, on est plutôt sur des aspects très, très favorables et surtout, ils ont bien compris que l'outil ne vient pas les remplacer. Il vient plutôt en plus et il vient plutôt leur faciliter aussi la perception de l'environnement de travail. Est-ce que c'est des choses que vous remarquez aussi, Aurore ? Quels sont les effets finalement que vous avez perçus quant à l'intégration en fait de cette modalité pédagogique au sein des parcours, tant pour les publics, mais aussi pour plus largement l'organisme de formation auprès des équipes pédagogiques, etc. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors nous, on a vraiment, le projet est venu, je dirais, du terrain, des formateurs techniques, puisque voilà, ils avaient une contrainte tellement importante dans leur quotidien que c'était vraiment pour eux, ça a été vu comme une première solution. Donc, pour monter le projet, c'est toujours plus simple quand ça vient des formateurs eux-mêmes qui le demandent quelque part. Et nous, après, on a trouvé ce qui existait en solution. Après, aujourd'hui,
Mais dans l'idée, non, les formateurs aujourd'hui, ils voient plutôt un avantage. Je suis assez d'accord avec Stéphanie. Et même les apprenants, moi j'avais des apprenants entre 20 et 60 ans, donc il y avait voilà un rapport à la technologie très différent. Au demeurant, je n'ai eu aucun blocage, vraiment. Et un groupe qui s'est vraiment organisé autour des savoir-faire des uns et des autres. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Après, au niveau, nous, vraiment de la filière métier, puisqu'on a interrogé notamment des jurys d'examen, enfin des professionnels métiers qui étaient très sceptiques, hein, ce que je pouvais dire à un mécano, ça doit avoir les mains dans le cambouis. C'était vraiment ça là en premier abord. Ils ont vraiment testé l'outil, testé les modules. Et il en ressort que effectivement, ils disent oui, il y a une vraie compétence, il y a vraiment quelque chose à aller chercher via cet outil, même si au début ils n'étaient pas fans. Mais maintenant, pour voilà, une petite dizaine l'ont quand même testé de professionnels qui travaillent vraiment avec nous. Et on dit non, mais c'est ok sur la formation. On voit vraiment, on apprend réellement des choses techniques et des gestes pratiques qui sont des gestes réels hein, de la vie quotidienne. Alors, on a une question, Aurore, une participante qui demande si l'exemple au sein d'une prison ne permet-il pas d'imaginer des tiers-lieux de proximité plutôt que des plateaux techniques éloignés. Est-ce que la question vous parle? Est-ce qu'il y a besoin d'explicitation peut-être? Aurore? J'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? On a du coup, est-ce que l'exemple au sein d'une prison ne permet-il pas d'imaginer des tiers-lieux de proximité plutôt que des plateaux techniques éloignés? Bien sûr. L'outil est dans un second temps et dans une phase d'essaimage, c'est ce qu'on aimerait tenter, notamment sur des lieux en Dordogne où nous sommes zone blanche. Comme vous pouvez le voir, hein, moi je suis située sur la ville de Périgueux et ça coupe à peu près toutes les 10 minutes. Donc je vous laisse imaginer quand on s'éloigne un peu plus de Périgueux. Aujourd'hui, on a une connexion Internet qui est vraiment très très compliquée. Et oui, ça pourrait totalement être une solution parce que là, on peut exporter l'outil, c'est 4 ordinateurs portables et 4 paires de lunettes, un formateur et on peut aller n'importe où. Super. Est-ce que, alors tout à l'heure, on en a un peu parlé, Stéphanie, vous avez mentionné les allers-retours que vous aviez pu faire pour apporter des solutions à des bugs que vous aviez rencontrés. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un aperçu, peut-être de la nature des bugs rencontrés, de ce qu'il a fallu peut-être inventer pour les dépasser? Alors, je vais vous parler, c'est plus anecdotique, mais c'est voilà, dans l'entrepôt, vous avez des personnages aussi qui circulent et il faut qu'il y ait une certaine réalité. Ou les chariots aussi, la conduite du chariot, par exemple, initialement, on avait toute une partie conduite du chariot. Sauf qu'avec le casque, en fait, la conduite, c'était pas idéal. Donc voilà, l'équipe a dû reprendre en fait cette conception de conduite plutôt en se fixant sur le contrôle et la sécurité du véhicule, enfin du chariot et de l'engin, avant de se diriger dans l'entrepôt, plutôt que vraiment la conduite. Donc là, quand on se déplace, mais on n'est pas en mode conduite, on se déplace sur un chariot, mais voilà, on ne le conduit pas, il est plutôt sur un déplacement comme dans un c'est vraiment comme dans un jeu vidéo. Donc voilà, mais on n'est pas dans la conduite à proprement parler de l'engin. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Mais en tout cas, toute cette partie-là, ça a été vraiment la partie la plus compliquée en fait pour virtualiser, enfin voilà, rendre ça le plus fluide possible dans l'apprentissage et dans la circulation dans l'entrepôt virtuel. Donc c'est là où vraiment qu'il y a eu un gros travail pour remettre correctement en place les environnements. Il faut aussi être précis sur les normes de sécurité, des choses comme ça. Donc ça a pris beaucoup de temps. Ça prend encore du temps. Alors, on va attendre que Aurore revienne pour pouvoir lui reposer la question. Du coup, moi, je me posais, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu lors de la préparation de ce webinaire, Stéphanie. Je m'étais demandé comment est-ce que on évaluait la montée et la progression, la montée en compétence, la progression des stagiaires par le biais de ces outils. Est-ce que effectivement les formateurs se servent de certains de la mise en situation aussi pour sur
une première expérimentation, de se dire, voilà, pour évaluer l'état des compétences initiales, et puis se resservent d'une situation un petit peu type pour évaluer une certaine progression. Comment ça se fait concrètement? Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait un écran qui permettait justement aux formateurs de suivre en temps réel un petit peu ce que faisaient les stagiaires. Voilà, comment vous faites? Alors, il y a un système de scoring, hein, comme dans tout applicatif, sur lequel vous allez avoir les compétences acquises, non acquises, et sur lesquelles vous avez des scores. Alors ça peut être, je prends encore une fois le temps, parce que c'est souvent un premier indicateur pour savoir le temps qu'ils ont mis à faire une opération. Mais ça peut être aussi, est-ce qu'on a respecté donc les normes de sécurité? Est-ce que je suis restée dans le périmètre qui m'a été affecté dans l'allée haut pour les produits 25, enfin, de la colonne B. Enfin voilà, c'est toute cette partie-là. Donc ils vont être évalués sur cette partie, et le débrief peut se faire individuellement ou collectivement, avec projection ou non de la séquence qui a été enregistrée, pour dire, ah bah voilà, par exemple, là, tu as oublié tel EPI, on va retravailler sur cette partie-là. Bah là, ton chariot, quand tu as fait le contrôle, t'as pas vérifié qu'il y avait pas de, par exemple, j'ai pas le vocabulaire exact, de palettes en proximité et donc d'une zone de risque. Bon, bah à ce moment-là, on va reprendre cet aspect-là pour que tu te mettes bien en sécurité avant de démarrer ton engin, de te déplacer dans l'environnement. Donc voilà, c'est des éléments comme ça sur lesquels ils vont travailler en collectif ou en individuel. Et ça, c'est le formateur qui va choisir après sa modalité de retranscription avec son apprenant. Aurore, sur ce point-là, comment est-ce que vous arrivez à évaluer les compétences, mais aussi effectivement, on a une remarque d'une participante, à évaluer aussi et valoriser les soft skills par l'intermédiaire en fait de cette technologie-là? Alors, via la technologie, effectivement, l'évaluation technique, nous, elle se fait vraiment en fonction du geste en tant que tel, puisque nous, on va viser vraiment le certificat, le référentiel métier. Donc, on est vraiment sur, vous savez faire cet acte technique qui est de faire une vidange avec 4 étapes, en respectant un ordre, une certaine sécurité, vous allez vraiment le faire. Comme vous êtes en effet miroir, votre formateur voit la démarche que vous faites et que vous réalisez. Via ce logiciel, via l'applicatif, c'est ça qu'on peut vérifier. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on a souhaité faire vérifier vraiment ces compétences acquises sur un vrai plateau technique. Et donc, on met en place une période de stage. Ce qui paraît dans le droit commun très simple et très normal. Ce qui, pour nous, ça veut dire demander des autorisations de sortie, ce qui veut dire avoir des autorisations pénales, ce qui veut dire emmener les détenus à l'extérieur de la prison. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très différent. Oui. Aujourd'hui, on évalue la compétence technique via ce passage par la réalité virtuelle, où vraiment on est quelque chose d'une grille de lecture vraiment très simple. Les soft skills sont quelque chose de beaucoup plus compliqué quand même à évaluer sur notre métier, dans le sens où beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que là où on est, c'est pas anodin. Le délai de sortie n'est pas anodin, et ça, nous, on doit le prendre en compte, même si nous ne sommes qu'un organisme de formation, c'est vrai, mais toutes les soft skills dépendent aussi d'un être humain, et cet être humain n'est pas vraiment dans les mêmes conditions d'apprentissage, qu'il soit libéré dans 3 semaines ou dans 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est des réalités pour nous où on arrive à faire une évaluation, mais qui n'est certainement pas aussi qualitative qu'on aimerait le faire. Très bien. On va progressivement arriver là en fin de webinaire. On avait une question en début, mais je la pose maintenant, mais je crois connaître un peu la réponse. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des visuels de ce qui est mis en place? Est-ce qu'on peut se représenter? Est-ce que vous avez des photographies nous permettant de nous représenter ce qu'est un environnement, ce qu'est l'environnement de travail avec la réalité virtuelle? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut les avoir ou pas spécialement? C'est confidentiel. Stéphanie? Alors, nous, il y a quand même un aspect encore confidentiel. Après, bien entendu, il y a des choses que l'on peut, des visuels qu'on peut partager.
à voir ensemble ensuite pour le partager dans le compte rendu ou en fonction de comment vous voulez rediffuser après les réponses. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra peut-être associer effectivement à un mail post-webinaire, voir ce que vous avez la possibilité de nous partager. Stéphanie, où est-ce que vous en êtes de ce projet-là? Est-ce qu'il y a des suites? Quelles sont les suites qui sont envisagées? Et puis aussi, comment est-ce qu'on vous suit? Si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce projet-là, comment on vous contacte? Comment est-ce qu'on obtient plus d'informations sur ce projet? Alors aujourd'hui, l'outil est déployé dans l'ensemble de nos centres Aftral de Nouvelle-Aquitaine. On envisage un déploiement et une implantation dans les gros sites logistiques Aftral au niveau national. Donc ça, c'est en cours de réflexion, d'amélioration aussi de l'outil. Et puis, dans tous les cas, il y a un souhait de développer de nouveaux scénarios plutôt pour la ligne managériale, avec des exercices peut-être spécifiques aussi sur les formations Bac+. Voilà, et donc un plan de diffusion qui sera certainement une communication un peu plus importante d'ici quelques mois, quelques semaines. Voilà, là, les expérimentations sont terminées. On exploite au maximum sur les sites de Nouvelle-Aquitaine avant d'envisager un déploiement national, mais qui devrait arriver sur 2024, je l'espère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la suite du projet? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'il en sera demain? Et comment vous suivez aussi? Alors aujourd'hui, nous le projet, il a été finalisé. On avait analysé un petit peu les effets. Nous, c'est un projet quand même très spécifique. Il n'est pas pour l'instant prévu qu'il aille directement sur le droit commun. C'est quand même un outil qui a été organisé vraiment pour les publics privés de liberté. C'est quand même un outil spécifique. Donc nous, on est en train de travailler avec les services compétents que peuvent être au niveau de l'administration pénitentiaire ou au niveau des conseils régionaux, de voir comment cet outil peut être essaimé. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose, un public assez fermé pour l'instant. Ce qui n'empêche que le droit commun pourrait être bénéficiaire de cet outil, comme on le disait tout à l'heure, sur des zones rurales, sur des zones blanches, sur des choses comme ça. C'est un outil qui aurait totalement du sens, effectivement. Mais pour l'instant, on en est juste à ce niveau-là. Merci. Alors du coup, de toute manière, ce que l'on va faire, c'est que moi, à l'issue de ce webinaire-là, je vais vous faire parvenir un mail, bien entendu avec le lien vers le replay du webinaire. J'y associerai de la documentation complémentaire. Les contacts également, si Aurore et Stéphanie veulent bien que leurs contacts soient transmis. Les contacts, de la documentation complémentaire. Et je vous invite aussi, je mets le lien dans le chat, à vous inscrire sur la communauté La Place Nouvelle-Aquitaine, puisque du coup, ces expérimentations, le descriptif de ces projets-là sont bien sûr accessibles sur cette plateforme des acteurs de l'innovation, remobilisation, etc. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour retrouver la documentation sur les projets. Vous avez des articles, donc un article qui a été réalisé autour de chacun de ces projets-là. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, je vais vous faire parvenir aussi à l'issue de ce webinaire-là un questionnaire de satisfaction. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bien sûr, ce que vous avez pensé de ces webinaires carnets de projet-là, et si vous êtes intéressé pour que je puisse vous informer des prochaines dates des carnets de projet. Donc, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus également. Je vous remercie à toutes et tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Je reste disponible aussi pour échanger avec vous et effectuer les mises en relation nécessaires. Et puis, merci à Stéphanie et Aurore pour leur participation. Et on se retrouve le 19 mars pour un prochain numéro des carnets de projet où on va recevoir MySkills et l'organisme Ethica, qui sont également lauréats du Fonds régional pour l'innovation dans la formation. Merci à toutes et tous et à très vite.